Un pape a écrit que le suaire était, je cite, « une image véritablement mystérieuse, qu'aucun art humain n'était capable de produire ». Pourtant, nous avons le livre, la retransmission et maintenant l'application. Pendant des siècles, un simple morceau de tissu a fasciné le monde. Une relique de lin censée porter le visage d'un homme crucifié. Les scientifiques la qualifient de mythe, les croyants de preuve. Mais l'intelligence artificielle est alors entrée en scène. Ce qu'elle a révélé n'était ni une image, ni une tache, mais quelque chose d'étrange. Une géométrie cachée, des codes répétitifs, un motif qui ne devrait pas se trouver dans les fibres de lin anciens. Était-ce un accident, un miracle ou quelque chose que nous n'aurions jamais dû voir? Quel secret recèle encore le suaire de Turin? Ce tissu qui a défié le temps, le suaire de Turin n'est pas qu'une relique. C'est une histoire qui refuse de s'achever. Longue de 4,27 mètres et large d'un peu plus de 91 cm, cette étoffe en sergé à chevron capte la lumière comme une ondulation à la surface de l'eau. On y distingue, à peine visible, l'image d'un homme, de la tête aux pieds, de face et de dos, comme si un corps s'y était reposé avant de s'en aller sans froisser le tissu, ne laissant derrière lui qu'une silhouette fantomatique. Les blessures semblent raconter une histoire gravée dans la fibre. Des marques aux poignets, alignées là où les ongles auraient dû pénétrer, une tache semblable à du sang aux pieds, un ovale sur le côté évoquant un coup de lance, de légers cercles qui ressemblent à une couronne d'épines enfoncée dans le cuir chevelu. Le visage ne crie pas. Il plane, les yeux clos, la barbe entr'ouverte, les cheveux tombant en mèches qui semblent flotter au-dessus du tissu, comme si l'étoffe et l'image avaient jadis connu la distance. La première manifestation documentée apparaît en France au XIIIe siècle, dans une petite ville devenue lieu de pèlerinage et d'épreuve pour les sceptiques. La foule s'est rassemblée. Les prêtres ont défilé en procession. Les sceptiques ont accusé l'Église d'avoir inventé un spectacle. Le tissu passa de main en main et de maison en maison, jusqu'à ce que la maison de Savoie la porte à Turin, où, en 1578, commença son long séjour, ponctué d'incendies, de fumée et d'opérations de sauvetage. Aujourd'hui, il repose dans une vitrine climatisée de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, où le verre et l'acier le protègent du temps et où le temps le protège des certitudes. Aucun événement n'a autant bouleversé son statut qu'une photographie prise en 1898. L'avocate Secondo Pia installa ses plaques et ses lampes et travailla dans la pénombre d'une chambre noire improvisée. Lorsqu'il développa le négatif, il s'attendait à un flou artistique. Au lieu de cela, un visage le fixa avec une netteté saisissante. Le négatif ressemblait à un positif. L'image floue sur le tissu devint un portrait net sur la pellicule. Les pommettes se dessinaient. Les lèvres se dessinèrent. Les cheveux se séparèrent en mèches. Les mains croisées sur le bassin prirent forme et proportion. Ce renversement ne prouvait rien, si ce n'est que l'image interagissait avec la lumière d'une manière différente de la peinture ordinaire. Pourtant, il changea la donne. La relique passa de l'objet de dévotion à l'objet de controverse. Le laboratoire joutait la chapelle. Tout au long du 20e siècle, le tissu a subi des traitements aussi fastidieux qu'invasifs. Des chimistes en ont prélevé des fibres et les ont analysées avec des réactifs. Des microscopes ont examiné la surface. Les experts médico-légaux ont constaté que les zones ressemblant à du sang tachaient les fils plutôt que l'inverse. Les historiens du textile ont mesuré la torsion du fil et l'ont comparée à celle des métiers à tisser connus du Levant. Les pollinisateurs ont identifié des grains de pollen compatibles avec la flore de la Méditerranée orientale. Chaque résultat semblait alimenter le débat plutôt que de le clore. Aucun portrait de Jésus n'ayant été réalisé, le suaire demeure à ce jour le plus précieux témoignage que nous possédions. Rien d'assez concluant pour faire taire les critiques. Rien d'assez insignifiant pour apaiser les croyants.
Le SWER continuait d'agir comme toujours. Cela a fourni suffisamment d'éléments pour justifier la réalisation de l'expérience suivante. L'image elle-même refusait de se comporter comme un pigment. Aucune couche liante. Aucune trace de pinceau, quelle que soit la direction. Aucune pénétration capillaire profonde dans le fil. La décoloration semble se limiter à la surface des fibrilles les plus externes, comme effleurées par la lumière et laissées intactes. Les cartes de profondeur construites à partir de l'intensité ont révélé une corrélation entre la noirceur de l'image et la distance théorique par rapport à la surface du corps, une affirmation aussi surprenante que mesurable. Si un tissu est placé plus près du nez et du front et plus loin des joues, sa noirceur devrait varier en fonction de cette distance. De nombreuses tentatives pour reproduire ce gradient par la chaleur, la vapeur ou une réaction chimique ont donné des résultats proches mais jamais identiques. Le SWER est resté unique, ce qui revient à dire qu'il est resté là, tandis que les hypothèses se succédaient. Personne d'autre dans l'histoire n'a jamais été décrit comme crucifié de la sorte. Comment pourrait-il en être autrement? Puis vint le feu des analyses sur son âge. En 1928, 3 laboratoires ont reçu un échantillon de fil provenant d'un coin du tissu. Ils ont mesuré sa teneur en carbone 14 et ont publié une datation comprise entre le 13e et le 14e siècle. Pour de nombreux lecteurs, ce verdict était sans appel et définitif. Une origine médiévale a élucidé le mystère en une phrase, mais même une phrase simple peut dissimuler une proposition. L'échantillon prélevé se situait dans un coin près d'un bord, présentant des traces de manipulation, de réparation et de fumée. Des spécialistes du textile ont avancé que cette portion pouvait contenir des fils ajoutés ultérieurement lors d'un retissage médiéval. D'autres ont soulevé des questions quant à la méthode de nettoyage de l'échantillon. Certains ont fait remarquer qu'une seule région ne pouvait pas être représentative d'un artefact hétérogène ayant subi de nombreuses altérations. Le débat n'a pas été clos. Elle a subi une mutation. Si la datation est correcte, l'image est une œuvre médiévale étonnante. Si la datation est erronée, son origine reste incertaine. Son origine reste. Le tissu continuait de résister à la réduction. C'est ainsi que le SWER a perpétué son paradoxe jusqu'à notre siècle. Une image qui se comporte comme un négatif avant la photographie. Un effet de surface sans pigment. Une relation de profondeur qui suggère des informations spatiales. Un âge incertain qui pourrait nous en apprendre davantage sur l'échantillonnage que sur l'origine. Une affaire qui inspire à la fois respect et rigueur. Dans cette tension, une nouvelle voix s'est fait entendre. Elle n'a suscité ni croyance, ni incrédulité. Elle a introduit l'informatique. Elle a instauré l'habitude d'apprendre à partir de schémas si ténus que l'œil ne peut les percevoir et si vastes que l'esprit ne peut les appréhender. La machine ne s'est pas offusquée de la question. Elle a été conçue pour susciter une interrogation plus profonde. Que recèle précisément cette image que nous n'avons pas encore mesurée? Si la photographie a révélé le visage et la chimie a cartographié les fibres, que se passe-t-il lorsqu'un système conçu pour déceler la structure du chaos analyse le laine? La controverse sur la datation. La campagne de datation au radiocarbone de 1988 a marqué un tournant décisif dans l'histoire moderne du SWER, car elle promettait une conclusion. Oxford, Zurich, Arizona. 3 laboratoires, un protocole. Un morceau de tissu découpé dans un coin et réparti entre les équipes, nettoyé, brûlé, transformé en graphite et compté dans des accélérateurs qui convertissent les isotopes en années. Le monde attendait de la clarté et a obtenu une fenêtre temporelle nette entre 1260 et 1390. Les journaux ont publié les chiffres et les ont qualifiés de décisifs. Les musées se sont apaisés. L'histoire semblait terminée. Le coin choisi est depuis devenu l'un des endroits les plus analysés de tous les artefacts au monde. La zone inférieure gauche
où d'innombrables mains ont pu la toucher et où des réparations ont pu être effectuées après un incendie documenté au 16e siècle. Le chimiste textile Raymond Rogers a soutenu que la fibre prélevée dans un coin présentait des différences chimiques par rapport à la fibre principale, notamment la présence de coton mêlé à du lin et de résidus compatibles avec des teintures ou des réparations. Si ce coin contenait des matériaux plus récents, l'échantillon serait alors faussé et donnerait une image moderne. Les défenseurs du test rétorquent que les laboratoires ont validé leur nettoyage et vérifié l'homogénéité de l'échantillon. L'argument est qu'une réparation hétérogène peut passer un contrôle superficiel, tout en étant suffisamment significative pour modifier la teneur en radiocarbone. Ces segments de fil ont été prélevés au centre de l'échantillon de radiocarbone, ce qui ne laissait aucun doute à ce sujet. Le débat se situe dans cette zone d'ombre entre certitude et réserve. D'autres méthodes ont rejoint le débat, non pas pour réfuter la datation au radiocarbone, mais pour élargir le champ d'investigation. L'analyse par diffusion des rayons X à grand angle de l'ordre de la cellulose dans les textiles anciens a permis d'obtenir des estimations d'âge qui, dans certains cas, tendent vers une période antérieure à celle du Moyen Âge. Les critiques soulignent toutefois que l'humidité, la chaleur et les conditions de stockage peuvent altérer le signal, ce qui implique un étalonnage complexe et des marges d'erreur importantes. Les partisans de cette méthode rétorquent que chaque méthode présente des limites et que la convergence des techniques importe plus que toute mesure isolée. Même l'analyse pollinique entre en jeu. La présence de grains d'espèces indigènes du Levant ne prouve pas l'origine. Cela suggère un mouvement ou une exposition. Conjugué aux études de motifs de tissage et aux résidus végétaux signalés par certains chercheurs, cela brosse un tableau partiel compatible avec une ancienneté certaine, sans pour autant en être une preuve formelle. L'aspect le plus frappant de cette controverse réside dans la question de l'accessibilité. Le Swear n'est pas un échantillon de laboratoire. C'est une relique précieusement conservée. Les prélèvements sont rares et effectués avec parcimonie, comme il se doit pour sa préservation. Cela signifie que chaque test repose fortement sur une petite région. Les lois de la probabilité agissent alors de façon impitoyable. Une légère erreur de représentation au niveau de l'échantillon peut fausser considérablement la conclusion. Quelques fils conducteurs deviennent une thèse. Une section près d'une couture devient un siècle. L'instinct scientifique pousse à échantillonner davantage et selon une grille. L'instinct protecteur est de préserver l'autre. Face à ces deux instincts, le débat s'intensifie. Si nous disposons d'une photo, cela signifie que tous ces éléments doivent correspondre à nos connaissances actuelles en criminalistique. Si la date de 1988 est exacte, alors le Swear est une œuvre de génie. Cela n'explique cependant pas la formation de l'image, car aucune technique médiévale connue ne permet de reproduire la superficialité et la représentation spatiale. Si la datation est erronée, le débat reste ouvert, non pas pour aboutir à une certitude, mais pour s'étendre jusqu'au 1er siècle de notre ère. Cela ne prouve pas que le linceul ait enveloppé Jésus. Cela ne fait que rétablir la question que pose la croyance et que la science examine. Face à cette question rétablie, l'intelligence artificielle intervient comme un arbitre indifférent aux résultats. Elle ne touche pas au coin, elle touche aux données. Elle se demande ce qui peut être appris sans couper un autre fil. Il ne faut pas s'imaginer que l'IA puisse dater le linge. C'est impossible. En revanche, elle peut analyser l'image à des résolutions, des fréquences et des transformations qui permettent de faire ressortir la structure plutôt que le bruit. Il permet de vérifier si les variations d'intensité suivent les formes attendues du contact, de la projection ou d'un autre effet de champ. Il permet de comparer l'interaction des zones ressemblant au sang avec les zones de l'image et de déterminer si l'ordre implique un processus. Il permet d'examiner la symétrie perçue par l'œil et celle révélée uniquement par une matrice.
Ce n'est pas un substitut au comptage du carbone, ni à la dispersion de la cellulose. C'est un outil complémentaire qui souligne que le débat sur le moment opportun ne doit pas entraver l'étude du processus. Lorsqu'une méthode conclut à la conclusion, mais qu'un effet suggère le contraire, la bonne attitude consiste à ne pas prendre parti. Il s'agit de concevoir un nouveau test. Le linceul invite à ce test car il ne cesse de murmurer des anomalies. Troisièmement, la technologie pénètre dans le tombeau. Le passage des lentilles et des réactifs aux algorithmes s'est fait discrètement. Des photographies haute résolution du suaire existent depuis des décennies, notamment des séries multispectrales capturant la fluorescence ultraviolette et la réponse infrarouge. Ce qui change lorsqu'on intègre ces images dans un système entraîné à détecter des signaux faibles, ce n'est pas seulement la quantité, mais aussi la nature du signal. L'analyse en composantes principales isole les variantes les unes des autres. Les réseaux de neurones convolutifs recherchent des formes récurrentes. Les filtres de fréquence révèlent les comportements périodiques cachés dans le réseau. Ces techniques n'ajoutent pas d'informations. Elles la réorganisent pour que des schémas émergent du hasard. Lorsque cette réorganisation est apparue pour la première fois à l'écran, certains observateurs s'attendaient à une confirmation de ce que l'œil savait déjà. Un visage, un torse, des mains, des taches. L'analyse a pourtant révélé quelque chose d'inquiétant. Un ordre qui ne ressemblait ni à un pinceau, ni à un tampon, ni à un transfert. Cela ressemblait à une règle non écrite. Auparavant, des simulations 3D avaient permis d'explorer une question plus ancienne. Si un tissu recouvrait un corps humain et que l'image se formait par contact, les zones de contact seraient fortement marquées, tandis que les zones non touchées le seraient légèrement, voire pas du tout. Ce type de carte de contact engendre des distorsions, notamment au niveau des épaules, des joues et des doigts. Certains artistes numériques ont drapé un tissu virtuel sur un modèle et réalisé des rendus théoriques. Les distorsions observées lors de ces tests ne correspondaient pas aux proportions relativement fidèles du suaire. Lorsque le tissu était imaginé posé sur un relief peu marqué plutôt que sur un volume entier, l'ajustement s'améliorait. La conclusion n'était pas que le suaire reposait sur une sculpture, mais que le simple contact ne produisait pas ce que le linceul maintient. Il semblait qu'un système de cartographie des distances soit en jeu. C'est là qu'intervient l'IA, indifférente à toute forme de romantisme. Le système a analysé l'intensité des pixels comme indicateur de la profondeur de l'image et a constaté une corrélation persistante d'une section à l'autre. Plus foncé signifiait plus proche, dans une certaine marge de tolérance. Plus clair signifiait plus éloigné. Si quelqu'un peignait une image à la main, même avec un talent exceptionnel, une telle corrélation ne serait probablement plus valable à petite échelle. Si l'on transférait des pigments d'un bas-relief par pression, les fibres présenteraient une direction et une pénétration incompatibles avec la superficialité observée au microscope. L'image sur le suaire semble avoir encodé une information spatiale sans laisser de matière. Ces termes sont choisis avec soin, et ce n'est pas sans raison. Il n'est pas question d'une projection sur le tissu. Il n'est pas question d'une empreinte gravée par les radiations sur le lin. On constate simplement que, lorsque des outils intelligents cherchent à déterminer quel type d'ordre explique le mieux la relation entre l'intensité et la forme, cet ordre s'apparente davantage à une surface mathématique qu'à une surface picturale. La décoloration se situe à la surface des fibrilles, sur une profondeur de quelques microns. Le changement de couleur ne se propage pas au cœur du filament. Les bords sont flous et uniformes, sans obstruer les interstices. Même des expériences laser menées par des groupes indépendants ont eu du mal à reproduire un effet aussi uniforme et superficiel sur le lin, sans brûlure ni diffusion. Une équipe de graphistes du nord de l'État de New York prépare une toute autre forme de résurrection. La question qui suit n'est pas d'ordre théologique. C'est un phénomène physique. Quel processus pourrait transmettre de l'énergie
avec une telle précision qu'il ne modifie que la surface des fibres externes, et ce selon un gradient proportionnel à la distance. En superposant des images spectralement distinctes dans le même cadre analytique, les chercheurs ont constaté une seconde anomalie. Une légère symétrie apparaissant autour de certaines parties du visage et du torse, sans lien avec les plis connus du tissu ou les artefacts de l'appareil photo. Ce schéma s'est répété au fil des transformations. Il a résisté à la suppression du bruit évident. Il a persisté même lorsque les régions ont été randomisées pour servir de témoins. Un sain scepticisme qualifie de tels résultats d'artefacts jusqu'à preuve du contraire. Une saine curiosité refuse d'écarter une répétition qui se manifeste malgré les changements de méthode. Si cette image est le fruit du hasard, nous devrions observer un désordre. S'il s'agit d'une œuvre d'art, nous devrions y voir des traces d'outils. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, nous avons découvert un procédé que nous ne maîtrisons pas encore. Une découverte de l'IA. L'expression « découverte fortuite » peut induire en erreur si elle suggère une découverte sans contexte. Ce que l'IA a mis au jour n'est pas sorti de nulle part, mais provient de données déjà existantes. Des données qui étaient passées inaperçues jusqu'à ce qu'une machine en révèle les contours. Sous le visage et le torse, des motifs se dessinaient. Des proportions se répétaient sur les sourcils, les lèvres, les joues et le menton. De légères courbes épousaient les côtes et les épaules. Même les mains floues présentaient des motifs récurrents qui ne correspondaient pas au tissage. La géométrie persistait sous la lumière ultraviolette et visible, résistant à des tests qui auraient dû briser les illusions. Comment une telle symétrie peut-elle se cacher dans un tissu pendant des siècles sans être remarquée? Les sceptiques ont évoqué un biais de confirmation, car les réseaux sociaux ont tendance à percevoir des visages dans les nuages ou sur les toasts. Pour éviter cet écueil, les chercheurs ont utilisé des techniques neutres comme l'analyse en composantes principales, s'affranchissant de toute hypothèse préconçue. Malgré cela, le résultat ne s'est pas cristallisé en un visage. Il s'est résumé à un champ où la luminosité variait, comme obéissant à une loi plutôt qu'au pinceau d'un artiste. S'il s'agit d'une loi, de quelle nature est-elle? Un tissu peut-il se comporter comme une carte de forces invisibles plutôt que comme une simple toile passive? D'autres ont mis en garde contre les halos ou les fausses symétries engendrées par le traitement d'images. Les analystes sont donc revenus aux clichés bruts, issus de différentes décennies, appareils et filtres. La structure demeurait. Les linges témoins traités à la chaleur ou teint ont produit des artefacts, mais dans des proportions différentes. La conclusion, bien que prudente, s'avère importante. L'image du suaire n'est pas unique, mais elle est différente. On en aperçoit pourtant un fragment, peut-être à travers un verre obscur, mais en observant l'image sur le suaire, je crois qu'on y voit clair. Si ce n'est ni un trucage photographique, ni une illusion d'optique, quelle force a maintenu la géométrie stable malgré les variations de luminosité? La présence de taches ressemblant à du sang a soulevé de nouvelles questions. Au lieu de perturber la géométrie, ces taches semblaient sans importance. Les proportions restaient inchangées en dessous, sans modification des couches supplémentaires. Cela laissait supposer que l'image et les taches avaient été créées par des processus distincts. Si cela s'avère exact, le mystère s'épaissit. Un événement a-t-il marqué chimiquement le tissu tandis qu'un autre en a gravé la géométrie? Ou bien, le tissu porte-t-il la trace de deux histoires qui se chevauchent sans être liées? Peu à peu, les murmures se sont faits plus insistants. Si l'image ressemble à un champ, peut-être en provient-elle. Des modèles d'effets corona, d'éruptions ultraviolettes et d'événements électrostatiques ont été testés. Mais aucun n'explique la coloration fine et précise ni la cartographie des distances. Les chercheurs admettent que le mécanisme demeure inconnu. Un physicien l'a formulé sans embâge. Il ne s'agit pas d'un artefact,
mais d'un phénomène. Quel genre de phénomène inscrit des formes sur du lin sans outils? Serait-ce un phénomène chimique, physique ou quelque chose d'encore inconnu? L'écho résonne dans le monde scientifique. Le mystère se déploie dans deux sphères. L'une est publique, où les gros titres crient au miracle ou au canular. L'autre est privée, où circulent des courriels et où des expériences se répètent en silence. Au sein de ce cercle plus discret, les découvertes de l'IA se sont diffusées avec prudence. Des équipes ont tenté des tests adverses pour briser la géométrie, mais sans succès. D'autres ont cherché des échos dans d'anciens souvenirs, mais aucun n'a fait preuve de la même persistance. Une équipe italienne a parlé d'intelligence spatiale en dégradation. Une équipe américaine a évoqué un signal décroissant. Ces deux termes suggèrent le mystère, et non la solution. Ces métaphores nous éclairent-elles sur l'avenir ou nous maintiennent-elles dans l'incertitude? La théologie a réagi comme on s'y attendait. Certains croyants ont affirmé que ce schéma était la marque de la résurrection. D'autres ont appelé à la prudence, rappelant que la science ne peut reproduire un tel événement s'il s'est déjà produit. La foi peut accepter l'unicité, mais la science s'y oppose. Pourtant, nombre de scientifiques ne s'opposaient pas à l'unicité en soi. Ce qu'ils craignaient, c'était la précipitation. Si les affirmations sont plus nombreuses que les preuves, la crédibilité s'effondre. Le rythme doit être le suivant: mesurer, répéter, publier et susciter le doute. Ce rythme peut-il survivre dans un monde avide de gros titres? Le Vatican est resté silencieux, sans doute par prudence, après des siècles de controverses. Les responsables savent que toute déclaration sera instrumentalisée par les deux camps. Mieux vaut laisser parler les données. Parallèlement, dans le monde de la technologie, l'IA a acquis un respect singulier. Elle ne bénit ni ne railla la relique. Elle compta, elle cartographia. On demandait un décompte plus poussé. Cette neutralité, affranchie de toute croyance ou incrédulité, pouvait-elle faire de l'IA le juge le plus impartial que le Suaire ait jamais connu? L'intelligence artificielle avait-elle aussi son mot à dire sur le Suaire? Mais de nouvelles questions se multipliaient. Le motif apparaît-il uniquement sur le visage et la poitrine? S'atténue-t-il près des membres? Suit-il le sens du fil ou non? La microscopie avancée pourrait-elle confirmer si les couronnes de fibrilles présentent la même couleur superficielle partout? Un nouveau plan de datation au radiocarbone, à l'aveugle et multirégional, pourrait-il enfin clore le débat sur la datation? Ou l'accès restera-t-il toujours trop restreint? Chaque question promet des années de travail. Laquelle les chercheurs choisiront-ils en premier? Et si le Suaire n'était pas un cas isolé? Pourrait-il exister des spécimens similaires dans des musées ou des collections privées? Des tissus marqués d'images superficielles similaires, de géométrie subtile ou de représentation spatiale? Si un spécimen similaire est découvert, le mystère s'éclaircira. S'il n'en est, le lin essaim est composé de cellulose mêlée d'impuretés, d'huile et d'épices funéraires. Une fine pellicule de glucides recouvrant les fibres pourrait être sensible à l'oxydation. Un bref apport d'énergie aurait pu déshydrater uniquement cette couche, laissant apparaître des traces jaunissantes de l'ordre du micron. Si la distance modulait l'intensité de l'impulsion, celle-ci pourrait se répartir uniformément sur le tissu. Cependant, les ultraviolets brûlent trop profondément et la chaleur se diffuse trop lentement. Les décharges corona agissent en surface, mais leurs contours sont flous. Une combinaison quelconque peut-elle satisfaire à toutes les conditions? Superficialité, contours flous, gradient de distance et stabilité séculaire. La physique propose d'autres pistes. Des champs électrostatiques à la surface du tissu pourraient-ils modifier la structure des fibres tout en préservant leur cœur? Un bref événement plasma pourrait-il graver la surface plus délicatement que la chaleur? Les expériences en laboratoire fournissent des indices,
mais pas l'ensemble du tableau. Chaque méthode résout un aspect du problème tout en révélant un autre. L'énigme est-elle insoluble ou les chercheurs n'ont-ils pas encore trouvé le juste équilibre? Quel outil permet une combustion si superficielle et si précise sans endommager le lin sous-jacent? Certains se tournent vers le passé. Des artisans médiévaux auraient-ils découvert par hasard une technique proto-photographique oubliée? Des sculptures en bas-relief, des lavages chimiques et la lumière du soleil pourraient produire une image imitant les ombres. En 1898, la première photographie du suaire est prise. Mais une étude approfondie ne révèle aucun lien pigmentaire, aucune pénétration profonde, aucun signe de diffusion typique de la peinture ou des teintures. S'il s'agissait d'une œuvre d'art, où sont les traces? Existe-t-il une technique connue permettant de créer une image négative avec une cartographie tridimensionnelle de l'intensité? Dans le cas contraire, que signifie cette absence? Des théories plus audacieuses vont encore plus loin. Et si le linceul enregistrait un unique événement énergétique lors de l'inhumation? Un rayonnement structuré par le corps lui-même. Pour les croyants, cela évoque un miracle. Pour les scientifiques, cela signale une variable indéfinie. Il ne s'agit pas de prouver cette affirmation, mais de se demander si un tel événement laisserait des traces mesurables. Si oui, où chercher? Sinon, la question bascule-t-elle de la science à la philosophie? De quel côté de cette frontière sommes-nous prêts à nous ranger? La théorie de l'information offre une autre perspective. L'image du suaire se comporte comme un signal. C'est une géométrie ténue, semblable à une onde porteuse. S'il s'agit d'un signal, alors ce n'est pas simplement une image, mais un enregistrement. Des tests de compression pourraient révéler la robustesse ou la fragilité de l'image, sa nature de loi simple ou d'équilibre subtil. Le linceul est-il une lente décomposition figée dans le lin ou recèle-t-il davantage? Des données dont nous ignorons le code. L'IA pourrait-elle un jour les décoder, non comme une image, mais comme des informations préservées dans des fils conducteurs? Voilà une question plus pertinente. Toute recherche qui s'enlise dans la recherche de réponses doit se passionner pour les questions. La bonne question n'est pas qui mais comment, non pas quand mais quel processus. Le voile a habitué des générations à débattre des identités et des dates. La machine, elle, nous a habitués à débattre de l'ordre. Quel ordre se manifeste lorsqu'une image se forme sans pigment, avec une superficialité si ténue qu'un souffle semble la faire vibrer? Quel ordre persiste sous l'effet des ultraviolets et du visible? Quel ordre ignore les taches venues d'ailleurs? Certains spectateurs chercheront une conclusion. Ils se demanderont s'il s'agit d'une preuve de divinité ou d'une preuve de contrefaçon. La réponse, plus sobre, est qu'il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre. Cela prouve que la formation des images est plus régie par des règles qu'on ne le pensait. Cette prise de conscience est précieuse. Elle transforme le spectacle en expérience. Elle invite les étudiants en physique à s'y intéresser. Elle invite les chimistes à considérer les couches de glucides comme des sites réactionnels. Elle invite les ingénieurs à concevoir des sources d'énergie douce pour le lin. Cela invite les gardiens à se demander si de nouveaux prélèvements non destructifs peuvent être autorisés si les résultats permettent de lever des objections de longue date sans endommager la relique. La question la plus pertinente est aussi celle de l'humilité. Que se passera-t-il si nous ne parvenons pas à reproduire l'image rapidement? Devons-nous passer à autre chose ou accepter que certaines énigmes nécessitent des décennies? Le suaire ne deviendra pas inutilisable pendant que nous hésitons. Elle a résisté aux incendies, aux inondations et aux insultes. Elle peut survivre grâce à un programme de mesure rigoureux. L'IA peut ici orienter les priorités. Cartographier les zones où la géométrie est la plus marquée.
Cartographier les zones où la cartographie d'intensité est la plus faible. Cartographier les zones où les distorsions de tissage sont importantes. Proposer les interventions minimales permettant de tester une hypothèse. La machine devient non pas un oracle, mais un outil de planification. La question pertinente laisse aussi entrevoir un danger. Et si la structure que nous observons n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une intention délibérée? Si l'ordre est source est présent, alors la responsabilité de l'auteur l'est aussi. Et la responsabilité de l'auteur invite à s'interroger sur les motivations. Était-ce par dévotion, par tromperie ou par démonstration? Chaque voie est source de trouble. Un artisan médiéval aux techniques oubliées de l'histoire serait troublant. Une explosion de radiation naturelle inconnue des lois de la physique serait troublante. Un signe tracé sur du lin, défiant les siècles, serait plus troublant que tout autre. Le danger est que plus nous cherchons à interroger précisément le sujet, plus nous risquons de constater que ce phénomène échappe à toute catégorisation fiable. Si cette image a une cause, les esprits patients la découvriront. Si elle n'en a pas, ce qui serait sans précédent dans le monde des phénomènes, elle restera un miroir où chacun se voit. La crainte n'est pas que le tissu en dise trop, c'est qu'il ne prouve rien tout en refusant l'ordinaire. Une possibilité terrifiante. Terrifiant ne signifie pas surnaturel. Cela signifie hors catégorie. Des scientifiques, lors de conversations privées, ont utilisé ce terme car plus ils examinaient le linceul, moins il ressemblait à ce qu'ils savaient classer. Artefact ou phénomène? Outil ou loi? Lorsqu'une chose refuse d'appartenir à une classe, elle devient une menace pour la méthode, car la méthode préfère trier avant de mesurer. Le linceul exige une autre approche. Mesurer d'abord, trier ensuite. Difficile en effet, quand des siècles de controverses pèsent sur vos épaules. Imaginez accepter que l'image se comporte comme un phénomène sans le nommer. Cela implique de concevoir des expériences dont l'échec ne discrédite pas l'ensemble du dispositif. Cela implique de publier les résultats négatifs avec le même enthousiasme que les positifs, car chaque échec restreint le champ d'investigation. Cela signifie que des mots comme « miracle » et « canular » restent de côté, tandis que l'énergie, l'oxydation et la superficialité prennent le dessus. Cela signifie qu'à chaque fois que vous êtes tenté de vous lancer, vous vous forcez à formuler une contrainte. Il existe une autre terreur qui se cache derrière l'émerveillement. Et si nous n'étions jamais destinés à réduire ce n'est pas un abandon. C'est une patience qui permet aux jeunes scientifiques de poursuivre leurs recherches sans pour autant leur promettre le pouvoir de résoudre l'affaire. Le fil conducteur qui nous mène à la conclusion est sobre et bienveillant. Nous pourrions marcher vers une cause. Nous pourrions marcher vers l'acceptation qu'une cause demeure sans nom. Dans les deux cas, le chemin parcouru est important. Le Sweaer a déjà fait un don à la science, en l'obligeant à dialoguer avec la foi sans crier. Il a fait un don à la foi, en l'obligeant à respecter la mesure sans crainte. Il est précieux de chérir cela avant d'en demander davantage. Le Sweaer de Turin a été tour à tour relique, canular, icône et énigme. Il est désormais aussi un ensemble de données qui a appris l'humilité à l'IA. La machine ne l'a pas percé à jour, mais a confirmé son étrangeté. Pénétration superficielle, géométrie sans pigment, intensité proportionnelle à la distance. Elle a refusé de dater le tissu ou de prouver la théologie, mais elle a lancé un défi. S'il s'agit d'un artefact, montrez l'outil. S'il s'agit d'un phénomène, montrez la loi. Il y a ici un ordre qui dépasse notre entendement. Loin d'être effrayant, cet ordre est magnifique. Il maintient les portes ouvertes, invitant les jeunes scientifiques, les expériences inédites et le respect de la vérité. À votre avis, que suggère cet ordre? Quelles contraintes testeriez-vous en premier? Si vous pensez que les mystères méritent qu'on s'y intéresse, abonnez-vous et restez avec nous. Le prochain artefact, la prochaine lumière,
révélera peut-être enfin comment le lin a capturé un instant qui nous échappe.